Ce soir, à l'émission, les Laurentides accueillent le Congrès national de Place aux jeunes en région. Il faut vraiment redynamiser les régions. Et la semaine des entrepreneurs à l'école est bien lancée. Créer son entreprise, c'est un choix de carrière comme un nom. La loi sur l'assurance-emploi est-elle désuète? J'en discute avec la députée Louise Chabot. C'est un régime qui ne protège plus les travailleurs. M'entretiens également avec Olivier Gagnon, président de l'opération Nez Rouge Saint-Jérôme. C'est un service qui est gratuit, on le rappellera toujours, mais si les gens veulent faire des dons, mais les dons vont à ces organismes-là qui en ont besoin, qui aident la jeunesse de la région. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous parle du club 6AM, un regroupement de coureurs qui se lèvent tôt. Techniquement, le 6AM, c'est vraiment une course tout le long. Bienvenue à Accès local. Mercredi 13 novembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jeunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors cette semaine, il y avait le congrès de l'organisme Place aux jeunes en région. Ça se termine aujourd'hui à Saint-Sauveur. Et vous voulez profiter de l'occasion pour nous présenter cette entité qui est méconnue un peu quand même. Oui, Claude, Place aux jeunes en région, c'est un organisme qui travaille à l'attraction, l'installation et l'enracinement des jeunes de 18 à 35 ans dans les régions du Québec. Depuis lundi, se tient le 20e congrès annuel de l'organisation à Saint-Sauveur sous le thème « Entre racines et cimes, bâtir sur des fondations solides ». Ce sont 150 agents du réseau Place aux jeunes en région qui se sont rassemblés pour l'occasion. Des conférences, des ateliers, des formations étaient au programme. L'objectif était aussi de soulever les bons coups de l'organisme et de se positionner pour l'avenir. Pour Luc Dastou, président de Place aux jeunes en région, le déplacement des jeunes vers la région est la solution pour revitaliser certaines MRC. On peut l'écouter à ce sujet. Dans les petites municipalités, dans les régions du Québec, la démographie, des fois, n'est pas à l'avantage. Fait que si on perd nos populations, ben on a une perte de services qui s'ensuit. C'est la fermeture des écoles, c'est la fermeture de d'autres services, du bureau de poste, et ainsi soit-il. Fait qu'il faut vraiment redynamiser les régions. On a le vent dans les voiles présentement à Place aux jeunes. Ça va bien, il y a un engouement. Et cet engouement-là, Clara, est-ce qu'on peut le chiffrer? Oui, alors le déplacement des jeunes, et on parle ici principalement de jeunes familles à l'extérieur des grands centres, est à la hausse depuis quelques années. En 2018, ce sont 1000 jeunes par année qui transitaient par Place aux jeunes en région pour s'installer dans des zones plus éloignées. Aujourd'hui, ça a plus que doublé. On est rendu à ce qu'on appelle 2200 migrations par année partout au Québec. La pandémie de COVID-19 a été un élément catalyseur de ce phénomène. On écoute à ce propos M. Dastou. L'arrivée d'une pandémie mondiale accélérée parce que les gens se sont rendus compte que d'être dans un petit 4,5 au centre-ville, puis pour le même prix, on pouvait avoir un grand terrain en région. Il y en a plusieurs à ce moment-là qui ont fait le choix de s'en venir en région. Là. Fait que la pandémie a accéléré le mouvement. Il y avait déjà une courbe qui était en augmentation. Et ce phénomène fait du bien aux régions économiquement parlant. Chaque migration a des retombées de 130 000 $ par année. Depuis 1986, un grand nombre de jeunes avaient quitté les régions, selon M. Dastou. L'engouement que l'on voit actuellement n'est pas encore assez pour compenser le gouffre du milieu des années 80, mais c'est somme toute positif. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les jeunes se déplacent plus qu'à une certaine époque, mais en région, mais est-ce qu'ils y restent? Oui, selon une étude menée par Place aux jeunes en région, le taux d'enracinement des participants est de 90 %. Ça a été calculé chez les personnes ayant fait des séjours exploratoires, donc un service de l'organisme pour faire découvrir aux jeunes ce à quoi pourrait ressembler leur vie ailleurs. Des jeunes ayant participé à des activités il y a 15 ans. Ce sont donc 90 % d'entre eux qui vivent toujours en région. Et quelles sont les raisons qui poussent cette tranche de population là, à venir s'établir dans des régions plus éloignées? Alors, les raisons recueillies par Place aux jeunes sont multiples, comme on vient de le mentionner. Certains font ce choix pour améliorer leur qualité de vie, certains pour le travail aussi. L'amélioration des services en région dans les dernières décennies serait aussi un élément qui attire les jeunes, par exemple une meilleure couverture cellulaire et Internet. Et bien sûr, il y a l'arrivée plus répandue du télétravail, aussi avec la pandémie de COVID-19, qui permet à des personnes travaillant dans des centres urbains de vivre plus loin en région. Par contre, il y a aussi des défis auxquels font face les agents de Place aux jeunes en région. On écoute à nouveau M. Dastou. L'année dernière, notre gros défi, c'était le logement. On a eu, grosso modo, plus de 700 personnes qui n'ont pas pu déménager parce qu'il n'y avait pas de logement dans les régions. Fait que on fait partie des statistiques au Québec là, qu'on peut dire, ben il manque de logement un peu partout. Et forcément, le programme inclut aussi les Laurentides.
Oui, Claude, l'idée est surtout de rediriger les gens vers les zones plus éloignées des Laurentides, donc plus précisément dans les MRC d'Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays d'en Haut et d'Argenteuil. Ce sont 52 emplois qui sont listés présentement sur le site Internet de Place aux jeunes en région. C'est aussi à cet endroit qu'il est possible de se créer un compte de candidat. L'organisme dénombre actuellement 7000 comptes candidats actifs. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la semaine des entrepreneurs à l'école. À plus tard, Claude. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides annonce l'accueil de 24 nouveaux résidents à la Maison des aînés de Saint-Canute à Mirabel. Ce sont donc 48 places d'hébergement qui sont maintenant occupées sur les 72 disponibles. La dernière phase d'accueil est prévue au début de l'année 2025. La Maison des aînés compte 6 maisonnées qui peuvent accueillir 12 résidents. Toutes les chambres sont individuelles et sont munies d'une toilette et d'une douche adaptée. Le Cégep de Saint-Jérôme annonce l'arrivée d'une nouvelle option en arts, lettres et communications dès l'automne 2025. Appelé littérature et publication, ce programme préuniversitaire de 2 ans s'ajoute aux autres options, c'est-à-dire théâtre, cinéma, langue et arts visuels. Une présentation officielle du programme a été faite lors de la rencontre annuelle des conseillers en orientation. Ceux et celles qui choisiront ce programme toucheront à plusieurs types de créations et de publications, telles que fiction, reportages, poèmes, romans, bandes dessinées et récits de voyage. Il y a tout juste une semaine, le Bloc québécois a déposé à la Chambre des communes un projet de loi sur l'assurance-emploi qui viendrait corriger les lacunes d'un régime qu'on estime désuet et inéquitable. La députée de Thérèse de Blainville, Louise Chabot, est bien au fait de ce dossier puisqu'elle est aussi porte-parole du Bloc québécois en matière de travail et d'emploi et marraine de ce projet de loi. Madame Chabot, bonsoir. Bonsoir. Alors, une des premières choses qu'on apprend quand on se penche sur ce dossier-là, c'est qu'il y aurait 60 des cotisants qui n'ont pas droit aux prestations quand ils en ont besoin. Comment c'est possible, ça? 6 travailleurs sur 10 qui cotisent à l'assurance-emploi, effectivement, qui n'ont pas accès. Mais c'est possible parce que ce régime-là n'a pas été revu et réformé depuis plus de 15 ans. C'est un régime actuellement qui ne répond plus à la réalité du marché du travail d'aujourd'hui et qui encore, dans ses mesures d'accès, propose des mesures d'accès qui sont basées sur les taux régionaux de chômage. Donc, 62 régions socio-économiques à travers le Canada et se qualifier pour 700 heures. Quand on regarde la réalité du travail, de plus en plus atypique, travailleurs à temps partiel, les gens ne réussissent pas à cumuler le nombre d'heures requis lorsqu'il arrive, je pense, quelque chose d'important et de tragique, une perte d'emploi. Oui, d'accord. Alors, quels sont les éléments dans votre projet là, de réforme qui viendraient corriger ces lacunes-là? Bon, vous venez de parler du nombre d'heures travaillées. Vous aimeriez, vous, qu'il y ait un critère unique de 420 heures ou 12 semaines de 14 heures? Voilà, un critère unique d'admissibilité indépendamment des régions géographiques. Et le critère d'admissibilité viendrait répondre effectivement, quand on dit c'est un critère hybride, un critère unique, mais 12 semaines de 14 heures, ça veut dire que pour quelqu'un à temps partiel qui travaille 14-15 heures par semaine, que ça soit plus basé sur le nombre d'heures, mais sur le nombre de semaines, et aussi que le taux de prestation soit basé sur les 12 meilleures semaines travaillées. Ça devient important. Comme ça, on pourra avoir une couverture plus large. Certains diront une couverture plus large. Est-ce que le monde va vouloir rester sur le chômage? C'est pas ça le but. Oui. Il y a personne qui va être sur le chômage. Mais quand tu as cotisé, tu t'attends à ce que le régime réponde pour te qualifier, puis avoir du temps pour te retrouver un emploi. Et vous demandez aussi une hausse du taux de prestation sur la rémunération assurable. Ça, c'est de passer de 50 à 60 %, c'est bien ça? Oui, actuellement, c'est 55 pour celles et ceux qui pensent que l'assurance chômage, c'est le pactole, on est loin du compte. Ouais. Surtout pour des bas salariés, là, des prestations de chômage à 55 % de ton salaire si tu gagnes 500 $ par semaine. On voit tout de suite que c'est des bas taux. Fait qu'on demande de rehausser, puis aussi rehausser le maximum des gains assurables qui n'a pas été revu depuis longtemps. Donc, augmenter la part sur laquelle tu cotises à l'assurance-emploi. Il y a aussi la question des femmes enceintes qui perdent leur emploi pendant leur congé de maternité et qui n'ont pas droit aux prestations. C'est un régime tout à fait
on voit dans les critères que le régime est inéquitable et discriminatoire pour les femmes, particulièrement. Ça a déjà été jugé tel quel. Il s'agit de changer les règles du régime pour faire en sorte que, pour quelqu'un qui est en congé parental, en congé de maternité, que ces heures-là de prestations qu'ils reçoivent soient considérées pour se qualifier en cas de perte d'emploi. Ça, c'est... Le gouvernement s'est engagé à le faire. C'est une mesure inéquitable qu'il faut absolument changer. Là. Oui, parlant de ça, parmi les demandes, il y en a quelques-unes qui datent même de 2015. Le gouvernement s'était engagé à réformer l'assurance-emploi. Est-ce que vous avez bon espoir qu'on va finir par y arriver? Je pense que là, ça dépend d'une volonté politique. Ce gouvernement-là, lui-même, vous l'avez dit, 2015 s'engage à réformer. 2019, 2021, 2022, le premier ministre disait lui-même qu'il fallait changer les règles du jeu et il n'y a rien qui a été fait. Fait que là, on porte ce dossier-là aussi d'une réforme depuis les débuts en réclamant du gouvernement qu'il agisse. C'est un programme du fédéral, l'assurance-emploi. Et ça devait être un programme de filet social. Là, de plus en plus, avec le saccage qu'il y a, on voit que de plus en plus, finalement, c'est un régime qui ne protège plus les travailleurs. Et c'est pour ça qu'on agit. Bien, on va suivre l'évolution de ce dossier-là qui a à passer plusieurs étapes avant d'être adopté en Chambre. Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. La ville de Rosemère a honoré une bénévole d'exception et 3 jeunes athlètes en les invitant à signer le livre d'or de la municipalité pour leur talent et leur persévérance le 7 novembre dernier à la bibliothèque municipale. Les 3 athlètes, Ariel Bonin en escrime, de même que Amadou et Ahmed Traoré en karaté, se sont démarqués aux Jeux du Québec et dans différents championnats provinciaux et nationaux. La présidente d'Horizon Rosemère, Carole Gingras, a été reconnue pour son engagement dans l'organisation et la gestion de cet organisme, elle qui avait reçu en mai dernier le prix Reconnaissance 2024 de la part du député Luc Désilet. La ville de Bois-des-Filions a annoncé la mise en service de Philo, un nouvel outil numérique créé pour faciliter les interactions des résidents avec les services municipaux. Philo est un agent conversationnel intelligent qui est accessible depuis le site web de la ville et qui permet d'obtenir une réponse à la plupart des questions, et ce, en tout temps. Il pourra aider les citoyens à trouver des informations diverses, par exemple les horaires d'ouverture des services municipaux, les dates des collectes, les événements à venir, les règlements municipaux et les offres d'emploi. La course à pied fait beaucoup d'adeptes, parmi lesquels on retrouve bon nombre de leftos. Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Moi, dans le fond, ça fait vraiment quelques années, là, au moins 10 ans depuis secondaire que je cours comme pour le plaisir. Puis je commençais à connaître, je voyais sur les réseaux sociaux le CXCM. J'essayais de trouver la motivation d'y aller tout seul. C'est quand même un gros challenge. Je me suis lancée, puis j'ai rencontré plein de gens, plein de belles rencontres avec des intérêts communs. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. J'ai commencé à réapprendre à aimer la course il y a quelques années, je dirais 2 ans. Puis là, étant sur la Rive-Nord, on a plein de CXCM clubs un peu alentour. Fait qu'on a réappris à venir le mardi, mercredi, jeudi dans les CXCM. En fait, ça a commencé à Blainville. Donc là, il y en a pas mal partout dans les Laurentides. Il y a Montréal, que c'est surtout là qu'il y en a plusieurs. Puis maintenant, sur la Rive-Sud aussi, il y en a en région. Puis maintenant, il y en a même un peu en Europe. Je sais qu'il y a France, Suisse, Angleterre. Dans l'Ouest, il y en a une couple. Il faut écrire au CXCM Club pour ouvrir une communauté. Puis une fois qu'on l'a ouvert, bien, on peut être seul ou accompagné. De notre côté, on est 2. Puis on va un peu suivre le pace. Fait qu'on va être là à l'avance. Puis on va aussi avoir un ouvreur puis un fermeur de course là, pour suivre un bon pace social. Il y a le site web qu'on va attirer des gens qu'on connaissait pas. Ils vont aller voir le site, puis là, ils vont trouver la communauté à Sainte-Thérèse. Sinon, c'est vraiment du bouche à oreille. Par les réseaux sociaux, on essaye de faire toujours des publications pour que les gens découvrent le club. Je pense qu'une fois qu'on a couru un 5-6 km puis qu'on est habitué à courir à un pace qui est social, là, on court à du 6-15 à 6-45 et même des fois plus en haut, on va toujours s'attendre. Fait qu'une fois qu'on court un 5-6 km, habituellement, on est capable de venir au CXCM Club. Techniquement, le CXCM, c'est vraiment une course tout le long. Puis c'est vraiment, là, on vise un pace précis de 6-15, 6-45. On va
pas en haut de ça. C'est vraiment de la course qu'on fait seulement. À la base, le 6am Club avait été ouvert tout l'été. Puis le premier été, ils ont pensé fermer au mois de novembre. Puis là, on a vu plein de 6am Club continuer. Fait qu'en étant un ici, on a continué. C'est sûr qu'avoir des souliers à crampons l'hiver, c'est plus de mise. Puis des fois, les lumières, quand les temps sont sombres. Mais non, là, habituellement, il n'y a pas vraiment de différence. On est bien habillés, puis on y va le matin. Premièrement, à chaque 6am, on repère les nouveaux, puis là, on leur pose des questions, on se présente, on leur explique un peu comment ça va fonctionner la course. Puis après, ce qui est le fun, c'est qu'on se rejoint tous au Café Les Allumés, puis ça nous laisse comme... Souvent, on reste là quasiment 1 heure à jaser. On se demande, est-ce qu'il y en a qui travaillent ici? Mais c'est ça. Je pense que l'objectif, c'est toujours d'avoir un café de quartier, un café qu'on connaît. Florence a travaillé là dans le passé. Fait que la propriétaire est souvent là le matin à faire les croissants, à faire la boulangerie. Fait que c'est vraiment cool d'être là et d'encourager un café qui est du coin. Là. On vient de finir notre course. On a un café toutes les deux. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes de la communauté du 6am Club? Bien, moi, j'aime vraiment ça parce que j'ai commencé, dans le fond, à venir cet été. Puis, je connaissais pas grand monde, 2-3 personnes au maximum. Puis, tu vois, maintenant, je connais presque tous les coureurs. C'est vraiment une belle communauté. Le matin, on se lève, on court tout ensemble. On jase au café par la suite. Donc, c'est vraiment le fun. C'est super accueillant aussi. Donc, même si on n'est pas des coureurs expérimentés, bien, on peut venir. Puis, il n'y a pas de souci, là. Les matins du 6am, c'est les seuls que j'arrive à me lever à 5 heures, que j'enfile mes souliers, puis que je viens ici, puis qu'il n'y a pas de problème à me réveiller de bonne heure. Donc, non, je dirais qu'il n'y a pas de stress à ce niveau-là. C'est tout le temps le fun, tout le temps un beau matin. Est-ce que tu crois que c'est une bonne possibilité pour pouvoir justement s'introduire à ce sport-là, le fait d'avoir des amis, fonder des amis là-dessus? Est-ce que tu crois que ce serait une bonne idée pour ceux qui veulent se mettre à la course puis qui hésitent parce qu'ils sont seuls? 100%. Pour vrai, comme je disais, c'est vraiment une belle communauté. Il y en a plein qui se font des courses aussi à l'extérieur des 6am, des soirs qu'on va courir, on passe à la crèmerie après, ou des week-ends, les long runs, des fois, pour ceux qui font vraiment de la course, ça peut être long toute seule, fait que c'est le fun de le faire avec d'autres. Donc, à 100%, on s'est fait plein d'amis coureurs ici, puis on sort les week-ends, on fait de la course, on fait même d'autres activités des fois, donc c'est vraiment le fun. Essaye-le juste un matin. Mets ton cadran à 5 heures, lève-toi, viens courir, puis tu vas voir après, tu le regretteras pas. Vous allez voir revenir par la suite. J'ai couru 5 km, j'ai un bon café. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour commencer la journée? J'ai rencontré des gens de partout, Tremblant, Laval, Montréal, Saint-Eustache, bien sûr, toutes les Basses-Laurentides. Vraiment, c'est à essayer le 6am Club les mercredis matins à Sainte-Thérèse. Je vous attends. C'est sous le thème « Une soirée dont vous allez vous rappeler » que se déroulera du 29 novembre au 31 décembre la 41e édition de l'Opération Nez Rouge partout au Québec. Plusieurs organisations locales seront en action, dont l'Opération Nez Rouge Saint-Jérôme, représentée par son président, Olivier Gagnon, que je salue. Monsieur Gagnon, bonsoir. Bonsoir. Bon, pour les Martiens qui viennent d'arriver, je rappelle que l'Opération Nez Rouge, c'est un service de raccompagnement gratuit qui est offert durant la période des fêtes à tous les automobilistes qui ont consommé trop d'alcool ou d'autres substances. Ça serait quand même pas mauvais d'expliquer comment ça fonctionne. Bien, en fait, oui, au niveau de l'alcool et les autres substances, mais aussi la fatigue. La fatigue, oui. La fatigue aussi, les gens peuvent appeler pour le service. Tu sais, il n'y a pas de mal à appeler pour le service. Puis c'est une campagne de sociofinancement aussi. Tu sais, on a la campagne sécurité routière, mais à travers ça, en 2023, l'Opération Nez Rouge de Saint-Jérôme a remis 57 000 $ aux organismes de la région. Fait que, on a 9 organismes cette année qu'on chapeaute. On a plusieurs organismes qui sont là depuis quelques années. Il y en a d'autres qui sont là cette année pour la première fois. Mais c'est un service qui est gratuit, on le rappellera toujours. Mais si les gens veulent faire des dons, mais les dons vont à ces organismes-là qui en ont besoin, qui aident la jeunesse de la région. Voilà. Le thème de cette année, je le disais en introduction, c'est une soirée dont vous allez vous rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, en fait, c'est une soirée que les bénévoles peuvent dire « Hey, je vais me rappeler de cette soirée-là parce qu'il y a plusieurs anecdotes qui peuvent arriver à travers une soirée d'Opération Nez Rouge. » Puis encore aujourd'hui, moi, ça fait 19 ans que je fais Nez Rouge. Je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai fait un transport. Je me rappelais exactement la voiture qu'on conduisait. Mais tu sais, ça fait plus de 10 ans que j'ai fait mon premier transport officiel.
Fait que, tu sais, c'est là où on dit une soirée dont vous allez vous rappeler. OK. Donc, des souvenirs, vous en avez emmagasinés. Et puis, oh oui, quelques-uns, là. Donc, bon, il faut le rappeler que vous avez parlé de gains de 57 000 $. Ça, c'est essentiellement par les dons volontaires que les gens vous font au moment des déplacements? Au moment des déplacements ou avec l'équipe promotionnelle, parce qu'on a une équipe chevronnée avec le nez rouge directement qui se promène de bar en bar, de restaurant, salle de réception et qui ramasse aussi des dons ou vendent des articles promotionnels. Fait que c'est vraiment ces deux grosses sphères d'opération nez rouge, autant la mascotte que les raccompagnements. Puis il y a toujours moyen de faire des dons en ligne aussi. Si moi, vous me raccompagnez et que j'ai pas d'argent ce soir-là, je peux me reprendre? Oui, sur le site directement d'Opération Nez Rouge, vous sélectionnez la ville que vous voulez, que vous avez fait votre transport. Puis vous allez pouvoir faire le don en ligne directement. D'accord. La colonne vertébrale de l'Opération Nez Rouge, évidemment, ce sont les bénévoles. Oui. Vous en aviez 418 l'année dernière. Oui. Comment se passe le recrutement? Le recrutement se passe toujours bien, mais tu sais, on le sait jamais jusqu'à la fin de la campagne parce qu'à chaque soir, on a des gens qui arrivent. Tu sais, on n'a pas de système de réservation, fait qu'on ne sait jamais de soir en soir combien de gens qu'on va avoir. Oui. Mais on refusera jamais de bénévoles. OK. Tu sais, tous ceux qui veulent venir donner une soirée sont les bienvenus. Vous pouvez vous présenter directement en centrale. Vous pouvez vous inscrire en ligne et vous présenter. Faut juste pas attendre un appel d'Opération Nez Rouge parce que nous, on communique pas directement avec chacun des bénévoles qui s'inscrit. Ah oui, oui, oui. Parce que sinon, ça serait long, mettons. Il faut se pointer sur une base volontaire. Puis on peut embarquer dans le train pendant qu'il est en marche. Là. Il n'y a pas de date limite. Là, mais bon, il n'y a pas de date limite, mais vous faites quand même un tirage pour en attirer avant le 29 novembre. Qu'est-ce que vous offrez? En fait, c'est avec Atypique qui offre un prix... si ma mémoire est bonne, c'est les pneus d'hiver encore cette année qui seront tirés. D'accord. Il y a une question moi, que je me pose depuis que l'Opération Nez Rouge existe, puis probablement qu'on vous l'a déjà posée. Ça finit le 31 décembre. Oui. Pourquoi pas le 1er janvier? Parce qu'il y a quand même des célébrations du Nouvel An le 1er janvier. En fait, je veux pas m'avancer sur ce terrain. C'est un terrain qui est un peu plus glissant, mais si je me trompe pas, c'est au niveau de l'aspect année. Donc, le 1er janvier, on tombe dans une nouvelle année. OK. Fait que c'est au niveau fiscal, si je ne me trompe pas. Ah, OK. Ouais, c'est une très bonne explication. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter le site web de l'Opération Nez Rouge et à consulter votre page Facebook aussi. Vous allez... Oui, puis on a une soirée des bénévoles le 22 novembre prochain à notre nouveau local au Carrefour du Nord. Donc, on est situé au 900 boulevard Grignon, local 1043. Qui est situé entre le Pharmaprix et le Maxi. Oui, c'est l'ancien Amnésia. Oui. Donc, c'est là où on a déménagé. Ils nous ont prêté les locaux avec grand plaisir. Excellent. Olivier Gagnon, président de l'Opération Nez Rouge Saint-Jérôme. Bravo pour le travail que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. C'est le début de la semaine des entrepreneurs à l'école, qui dure en fait 2 semaines, et vous nous proposez un reportage à ce sujet ce soir. Oui, Claude, du 11 au 22 novembre, l'organisme Ose Entreprendre propulse des conférences d'entrepreneurs dans des écoles. Des rencontres ont lieu dans 17 régions du Québec auprès de jeunes de tous âges. Dans les Laurentides, ce sont 138 conférences qui seront données à un total de 3500 jeunes. Nous sommes allés voir comment ça se déroulait dans une classe du Collège Boisbriand. La Semaine des entrepreneurs à l'école, c'est une grosse campagne qui a été créée par Ose Entreprendre. Dans le fond, le but, c'est vraiment d'amener des entrepreneurs à aller parler de leur vécu auprès des élèves, que ce soit du primaire à l'université. Donc, dans le fond, c'est tout le Québec au complet, depuis 2017, qui peuvent accueillir un entrepreneur dans leur classe. Il s'agit juste que l'enseignant fasse une demande auprès, souvent, c'est les Carrefour Jeunesse Emploi là, qui recevons les demandes, auprès des porteurs de projets pour qu'un entrepreneur leur soit jumelé, qui puissent bénéficier de ça. On veut stimuler la culture entrepreneuriale au Québec. On veut montrer que créer son entreprise, c'est un choix de carrière comme un autre. Donc, on peut décider d'aller travailler pour quelqu'un, comme on peut décider de créer son propre emploi. Et dans le fond, c'est de montrer aux jeunes que c'est possible de réaliser sa vie, c'est possible de réaliser ses rêves, d'avoir une passion, puis de vivre de notre passion. Donc, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Les jeunes participent beaucoup, les jeunes ont l'air intéressés, ils se questionnent. Principalement, c'est des deuxième cycle secondaire qu'on voit. Donc, ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Fait que de voir cette opportunité-là, de voir quelqu'un de passionné qui vient de parler de son métier, bien, ça peut être intéressant de dire, bien, moi, je pourrais un jour créer ma propre entreprise puis vivre
du fruit de qu'est-ce que je vais avoir mis au monde, d'avoir créé. C'est inspirant de voir quelqu'un, comment il a pu faire. Puis, pour moi, assister à plusieurs conférences, il n'y a pas une personne qui a démarré de la même façon. Donc, c'est sûr et certain que de voir des parcours différents peut être très stimulant là, pour les jeunes. Côté expert sur l'entreprise en plomberie, chauffage, gaz naturel, spécialisé dans le commercial, industriel et résidentiel de l'eau. On est situé sur la Rive-Nord de Montréal, précisément à Blainville. En fait, ça fait 3 ans que je m'implique au niveau du programme J'ose entreprendre du Carrefour Jeunesse Emploi, que je m'implique puis que j'aime ça pouvoir redonner à la nouvelle génération d'entrepreneurs qui veut à devenir. Quand j'ai entendu parler du programme J'ose entreprendre, je trouvais ça super intéressant parce que de mémoire, j'avais pas eu d'opportunité de même d'entendre des entrepreneurs qui étaient venus nous voir à l'école. Avec les Carrefour Jeunesse Emploi, il y a un volet qui s'appelle le créneau entrepreneuriat. Donc, on est des agents à travers tous les Carrefour Jeunesse Emploi là, qui avons le mandat de vraiment là, accompagner le milieu scolaire, principalement le 2e cycle du secondaire, à la mise en place de projets, à démystifier un peu c'est quoi l'entrepreneuriat, puis les accompagner là-dedans. Là. Puis, il y a aussi des parties où, moi, je le fais, il y a certains Carrefour Jeunesse Emploi qui le font pas, où on accueille des gens qui veulent se partir en affaires et leur expliquer c'est quoi les étapes pour réussir à le faire, leur parler des ressources qui sont là pour les aider aussi à démarrer, parce qu'il y a des organismes qui sont là pour les aider. Là, on n'est pas tout seul quand on décide de se lancer en affaires. La relève en entrepreneuriat, il y en a. Il y a du monde qui sont intéressés, mais c'est incertain aussi. Je pense que c'est important de bien véhiculer le message que c'est le fun, qu'on a du fun, qu'il y a des bels avantages à l'être. Puis il y aura beaucoup d'entreprises à reprendre à travers les prochaines années. Fait que le marché va être rempli d'opportunités. C'est important que la relève soit au courant, qu'ils aient la chance d'y aller, puis qu'ils soient informés de ça. La Semaine des entrepreneurs dans les écoles connaît un réel engouement. Selon Mme Bédard, le CJE a vu ses demandes de conférences déposées par les écoles doubler depuis l'année dernière. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Yoga Découverte suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.